Bienvenue dans le cours de gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. On va parler de femmes dans les organisations, de temps de travail, de syndicats, etc. Le plan, d'abord, on parle des femmes dans l'organisation, on parle du temps de travail, on parle du télétravail, on parle du syndicat. Les femmes dans les organisations. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes sont dans les entreprises. On parle même de la féminisation du marché du travail. On a les femmes dans quel que soit le secteur, dans quelle que soit l'entreprise. Mais il y a quand même de gros problèmes qui n'ont pas encore été résolus. C'est la question de l'écart salarial et la question du plafond de verre. L'écart salarial, on trouve dans des situations où on a un homme et une femme qui font le même travail avec une différence positive de salaire pour l'homme par rapport à la femme. C'est un problème que les directions de ressources humaines doivent résoudre. Il y a aussi le plafond de verre qui représente les obstacles qui empêchent la progression des femmes dans les hiérarchies. Qu'est-ce que le plafond de verre? Le plafond de verre est défini comme une barrière invisible ou encore toutes sortes de barrières invisibles qui bloquent l'accès des femmes au sommet des hiérarchies. On sait que quand quelqu'un est plafonné, la personne a atteint son niveau, son dernier niveau, son niveau plus élevé. Il y a le plafonnement structurel, l'employé ne peut plus progresser parce qu'il n'y a plus d'espace dans la hiérarchie. Il y a le plafonnement de contenu, quand l'employé ça fait longtemps la même chose. On sait aussi qu'il y a le plateau salarial, c'est quand l'employé n'a pas d'augmentation de salaire pendant très longtemps. S'agissant du plafond de verre, c'est aussi un plafonnement, mais c'est un plafonnement subjectif. Les critères qui bloquent ne sont pas objectifs. Cause du plafond de verre, plusieurs. D'abord, il y a les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre disent que les femmes peuvent faire ceci ou cela, ne peuvent pas faire ceci ou cela. Les stéréotypes vont créer ce qu'on appelle la ségrégation horizontale du travail. On va avoir des métiers de femmes et des métiers d'hommes. Si en général, il y a beaucoup plus de métiers d'hommes qui donnent accès aux postes élevés, ce n'est pas le cas pour les métiers de femmes. Ségrégation verticale du travail, les femmes sont dans des métiers qui avant étaient considérés comme des métiers d'hommes, mais vont quand même rester à un certain niveau, ne vont pas progresser. Il y a les codes masculins, ça veut dire la mainmise des hommes sur certains aspects du travail, certains niveaux dans la hiérarchie. L'autocensure des femmes, certaines fois, les femmes ont peur, les femmes ne postulent pas parce que les femmes ne se font pas confiance. Il y a la maternité et les responsabilités familiales. Certaines femmes préfèrent travailler à temps partiel ou encore préfèrent des postes qui permettent un certain niveau de flexibilité, ce qui n'est pas le cas pour les postes de haut niveau. Et il y a aussi le harcèlement sexuel. Certaines fois, la femme a toutes les compétences, la femme a postulé pour le poste, la femme répond à tous les critères, sauf que la femme est harcelée. On demande à la femme de négocier sa chair pour obtenir le poste. Donc, ce n'est pas possible. Ce sont entre autres autant de raisons, autant de causes du plafond de verre, autant de raisons qui bloquent l'ascension professionnelle des femmes au sommet des hiérarchies. Comment les directions de ressources humaines peuvent faciliter l'accession des femmes, l'ascension des femmes, comment les directions de ressources humaines peuvent inclure plus de femmes dans le leadership des organisations. D'abord, faire un état des lieux de la situation des femmes dans l'entreprise. Mettre en place une direction favorable à l'équité de genre, s'assurer par exemple
que lors du recrutement, eh ben, on accorde la même importance aux dossiers de femmes, aux dossiers d'hommes, ou encore le même traitement à tous les dossiers. Sensibiliser à l'élimination des stéréotypes sexistes dans l'organisation, s'assurer que les managers utilisent une pratique équitable, supprimer les traitements inégaux entre les sexes, promouvoir l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ça veut dire on va pratiquer le principe à travail égal, salaire égal, harmoniser la gestion des ressources humaines, s'assurer que tous les managers font la même chose et surtout appliquer une politique zéro tolérance s'agissant du harcèlement sexuel. Ce sont entre autres certaines choses que les directions de ressources humaines peuvent faire pour faciliter justement l'accès des femmes aux postes supérieurs dans les hiérarchies organisationnelles. Temps de travail pour harmoniser l'environnement, pour créer un meilleur climat. Beaucoup d'organisations utilisent ce qu'on appelle l'aménagement du temps de travail ou encore l'horaire flexible. L'aménagement du temps de travail implique la réduction du nombre de jours travaillés durant la semaine. Un employé qui savait travailler du lundi au vendredi de 8 heures à 4 heures peut désormais travailler lundi, mercredi, vendredi. Évidemment, la journée de travail sera plus longue. L'horaire flexible, il implique le choix de l'horaire de travail par l'employé. Ce n'est pas l'entreprise qui fixe un horaire, mais c'est l'employé qui détermine quel est l'horaire. À ce moment, l'employé sait qu'il doit donner un nombre d'heures par jour, mais l'employé peut choisir la tranche horaire. Quels sont les avantages de l'aménagement du temps de travail? Il y a des avantages pour l'employeur, il y a aussi des avantages pour l'employé. Avantages pour l'employeur, ça réduit les temps morts, ça réduit l'absentéisme et les retards parce que le temps est aménagé. L'employé sait qu'il ne va pas travailler toute la semaine. Il lui reste du temps pour ses affaires personnelles, donc il sera moins absent, moins en retard. Il y a aussi l'adaptation de la personne à son poste de travail. Pour l'employé, il y a des périodes plus longues à des fins personnels et aussi il y a une meilleure disposition aux jours consacrés au travail. On sait qu'on a plus de jours disponibles pour soi, donc on est plus disposé à travailler quand on est au travail. Quels sont les avantages de l'horaire flexible? Ça diminue les retards et les absences parce que c'est l'employé qui choisit son horaire. Ça permet une meilleure productivité. Ça facilite un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et évidemment, ça crée un climat de liberté. L'employé est autonome parce qu'il a choisi lui-même son horaire de travail. Évidemment, il y a des inconvénients. Dans l'horaire flexible, par exemple, on peut avoir un nombre insuffisant d'employés à certaines heures. Il y a des tranches où on va trouver beaucoup de personnes et d'autres tranches où il va avoir moins d'employés. Conciliation difficile avec le travail en équipe. S'il y a un groupe qui doit travailler ensemble, si toutes les personnes du groupe n'ont pas le même horaire, dans ce cas, le travail devient difficile. Il y a aussi cet aspect de non-adaptation. L'horaire flexible n'est pas forcément adapté à toutes les entreprises. Télétravail. Tout ce qui est télé se fait à distance. Le télétravail, c'est tout simplement le travail à distance. L'employé ne se déplace pas pour se rendre dans l'organisation. L'employé peut travailler n'importe où. Avantage du télétravail, ça augmente la productivité et la flexibilité parce que les employés peuvent travailler n'importe où et sont donc disponibles n'importe où. Ça diminue l'absentéisme. Je n'ai pas besoin de me déplacer.
S'il y a un problème de déplacement, ça ne dérange pas parce que je peux travailler de chez moi étant. Ça développe une plus grande capacité d'attraction et de conservation du personnel. Si on a besoin d'une compétence qui n'est pas disponible dans la zone, on peut faire appel à cette compétence au niveau du travail à distance. Pour l'employé, ça augmente la productivité, ça optimise les horaires, l'employé choisit son horaire, ça procure une plus grande autonomie, l'employé est maître de son horaire parce que l'employé n'a pas à se déplacer, l'employé peut plus facilement contrôler son temps, ça élimine ou réduit le temps de transport. S'il fallait sortir de chez soi pour aller au bureau, eh ben, ça prenait 1 heure le matin. Et pour sortir du bureau, pour rentrer chez soi encore 1 heure, eh ben, ça fait 2 heures de gagner dans la journée. Et évidemment, ça va réduire les dépenses liées au travail. Exemple, transport, repas, vêtements, etc. Il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients sont à la fois pour l'organisation et pour l'employé. Le télétravail oblige à mettre en place de nouveaux modes de supervision parce que les gens ne sont plus dans l'entreprise. Il faut faire une supervision à distance, donc de nouvelles méthodes. Ça diminue la loyauté envers l'organisation. Comme on n'est plus dans l'organisation physiquement, on a peut-être l'impression que l'organisation n'existe plus. Donc, la loyauté diminue. Et ça remet aussi en question la hiérarchie traditionnelle. Pour l'employé, ça affaiblit le sentiment d'appartenance. On n'est pas dans l'organisation, on n'a pas d'amis, on reste chez soi. Donc, ça réduit considérablement le sentiment d'appartenance à un groupe, à une organisation, etc. Ça peut susciter des conflits entre vie professionnelle et vie privée parce qu'on est chez soi, on peut travailler à n'importe quelle heure. Donc, finalement, il n'y a pas de barrière entre les heures de travail et les heures de vie carrément. Et ça peut aussi entraîner l'isolement social. On est seul, on est toujours chez soi à travailler, donc on s'isole socialement. Il revient donc aux directions des ressources humaines, aux managers, aux organisations de maximiser les avantages du télétravail et de minimiser les inconvénients. Il y a aussi la mobilisation internationale qui est un dossier très important en matière de gestion des ressources humaines. C'est ce qu'on appelle l'expatriation. C'est tout simplement un déplacement dans un autre pays. C'est un employé qui va quitter son pays pour aller travailler dans l'entreprise, mais dans une autre zone géographique. C'est la mobilité géographique ou encore l'expatriation si on change de pays. Ça demande une préparation. La préparation concerne la formation. On va avoir une formation par rapport à la culture du pays, par exemple. Visite du pays hôte, on va visiter le pays où on va s'y rendre. Et ça demande aussi une assistance pré-départ, les formalités, visa, séjour, bref, tout ce qu'on doit faire pour justement assurer non seulement son arrivée au niveau du pays, mais pour avoir un séjour plus ou moins agréable. Évidemment, il y a des difficultés dans l'expatriation. Problème culturel, c'est une autre culture, même si l'employé a toutes les compétences, même si on va travailler pour la même entreprise, mais on est dans un autre pays avec une autre langue, une autre culture, une autre façon de faire, d'autres habitudes. Difficulté d'adaptation, certaines personnes ne peuvent pas toujours s'adapter. Difficulté de communication avec la maison mère. Certaines fois, la maison mère ne comprend pas les problèmes de l'expatrié. Difficulté familiale. Dans l'expatriation, en général, il y a 4 périodes quand on se déplace. La découverte, on découvre un nouveau pays, de nouvelles personnes, une nouvelle culture. Crise, on a des problèmes d'adaptation, on n'est pas à l'aise. Adaptation, on commence à faire des efforts, on commence à s'accoutumer et finalement, contrôle, on a le contrôle de la situation et on se sent bien. Avantages et inconvénients de l'expatriation. On a des avantages pour les entreprises et pour les employés expatriés. On a aussi des inconvénients
pour les entreprises et les employés expatriés. Avantage, harmonisation du discours filial-siège. C'est une personne qui sort de la maison mère pour aller implanter une filiale. Eh bien, on sait que la maison mère et la filiale seront sur la même longueur d'onde. Contrôle des filiales, on a un meilleur contrôle. Développement des compétences des expatriés. On développe les compétences des personnes expatriées et on peut utiliser ces compétences à l'avenir. Avantage pour l'employé, opportunité professionnelle, augmentation de salaire, nouvelle expérience, c'est l'occasion de faire de nouvelles expériences, de découvrir une nouvelle culture, d'avoir de nouvelles responsabilités, etc. Inconvénient pour l'entreprise, augmentation des coûts, il faut assumer certains coûts pour l'expatrié, démarches administratives certaines fois complexes, et il y a aussi le problème de la transmission du savoir entre expatriés et travailleurs du pays hôte. L'expatrié, c'est la personne qui laisse, par exemple, la maison mère pour se rendre dans l'autre pays. C'est pas toujours évident l'entente ou encore la transmission qui se fait entre l'expatrié et les natifs du pays. Pour l'employé, choc des cultures, on découvre une autre culture. Problème d'adaptation, on ne s'adapte pas toujours facilement. Problèmes familiaux, la famille peut subir des conséquences. Syndicats, c'est le dernier point qu'on va voir. Les syndicats sont très importants. Quand on dit syndicat, il faut voir une association de défense d'intérêts communs. Pour les syndicats d'employés, ça veut tout simplement dire une association qui défend les intérêts des employés. Rôle des syndicats, eh bien, les syndicats d'employés représentent les employés, défend les intérêts des employés et accompagne les employés. Si par exemple, il y a une réunion, il y a une discussion, il y a une entente, un contrat signé, etc., eh bien, on ne va pas avoir tous les employés autour de la table. Il y a les représentants des syndicats qui vont justement prendre la place des employés pour parler au nom des employés, pour accompagner les employés dans leurs démarches administratives, etc. Il faut cependant reconnaître que les syndicats ont des avantages et des inconvénients. Les syndicats contribuent à la sécurité d'emploi de leurs membres parce que les syndicats défendent les intérêts des employés. Les syndicats peuvent aussi protéger les emplois face au licenciement et à la sous-traitance. Les syndicats vont négocier avec les patrons pour justement protéger, défendre les intérêts des employés. Évidemment, il y a des inconvénients. Les syndicats sont source de conflits entre employeurs et employés. Et on peut trouver des situations où les représentants défendent leurs intérêts personnels au détriment des intérêts des employés. Voilà ce qui met fin à ce chapitre.